3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Est-ce que vous êtes remis de cette défaite cataclysmique qu'a connue l'équipe de France en Coupe du Monde? Ce que je retiens en tout cas, c'est que ça a donné du grain à moudre aux haters. Jamais de ma vie je n'ai vu autant de monde se réjouir de la défaite d'une équipe. Perso, moi de mon côté, j'ai plutôt tendance à célébrer les victoires des teams que je supporte, même si je l'avoue, elles se font rares en ce moment. En tout cas, je ne célèbre jamais les défaites des autres teams, et surtout dans aucun sport, il n'y a personne que je déteste au point que je souhaite absolument qu'il choke. Je n'ai ni assez de temps, ni assez d'énergie pour ça, et même Max Verstappen, je dois l'avouer, je me suis habitué à ses victoires. Alors oui, il y a une dizaine de jours, j'ai sorti une vidéo qui expliquait à quel point, pour moi, cette équipe de France pouvait potentiellement remporter la médaille d'or à cette Coupe du Monde si absolument tout cliquait. Ces propos, je les assume et j'y crois encore franchement, au vu du roster qui était présent sur le papier. Il faut juste assumer que ce groupe n'a pas pu performer à la hauteur de ses qualités, ça arrive. Bien sûr que ça fait mal, mais désormais il est temps pour tout le monde de se remettre en question, et ça peut avoir du bon, une telle désillusion, à l'approche des Jeux Olympiques. Mais bref, je ne suis pas ici pour régler mes comptes, pour me réjouir du malheur des autres, ou pour rouer de coups des supporters qui sont déjà à terre. Non, moi ce qui m'intéresse ici et aujourd'hui, ça va être de parler basket. Et justement, cette semaine, sur mon canal Instagram, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore fait, vous avez décidé qu'on parle d'un autre français, en la personne d'Evan Fournier, en mode coast to coast. Et ouais, la situation d'Evan en NBA actuellement est particulièrement floue. Toujours sous contrat avec les Knicks, il doit faire face à un avenir plutôt incertain, et qui inquiète forcément. Doit-il absolument être transféré? Est-ce si facile que ça à mettre en place? Et si oui, quelle destination doit-il prendre? Tout ça, je pense que c'est particulièrement intéressant d'en discuter aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Evan Fournier peut-il relancer sa carrière en NBA? Bon déjà, si on se pose tant de questions concernant l'avenir d'Evan, c'est que le contexte dans lequel il se trouve actuellement est particulièrement compliqué. Après son départ du Magic, équipe dans laquelle il était un joueur majeur, l'arrière a connu une demi-saison assez moyennasse du côté de Boston. Ça ne l'a pas empêché, l'été suivant, en 2021, de signer un contrat très lucratif de 73 millions sur 4 ans chez les New York Knicks. Une équipe qui, dans son discours, paraissait ressembler en tout point à sa destination rêvée. Et puis la franchise était compétitive, elle avait de l'espoir pour le futur à ce moment-là, et avait réellement les moyens d'afficher de vraies ambitions. Et ouais, vous vous en rappelez, alors que personne ne les attendait là en 2021, les New-Yorkais terminèrent à la 4ème place de la conférence Est, avant de se faire éliminer au premier tour des playoffs face aux Hawks. La défaite fut dure à encaisser, c'est sûr, mais pour cette team, qui avant cette date n'avait pas disputé les playoffs depuis 8 ans, il y avait quand même de quoi se réjouir. Alors lors de l'été 2021, avec les arrivées d'Evan, mais aussi celles de Kemba Walker, l'équipe était censée se renforcer et surfer sur cette bonne vague d'enthousiasme qui commençait à régner dans les travées du Madison Square Garden. Le problème, c'est que ces espoirs se sont vite effacés. Evan a eu beau performer derrière la ligne à 3 points, en battant le record de tirs primés inscrit all-time sur une saison par un joueur des Knicks, tout en shootant à près de 40% derrière la ligne, les résultats ne furent pas au rendez-vous. Avec un bilan de 37 victoires pour 45 défaites, les New-Yorkais ne se qualifiaient même pas pour le play-in. Un coup dur. Le premier élément visé, le manque de défense au périmètre. Les pertes de Reggie Bullock, de Elfrid Payton ou encore de Frank Ntilikina avaient finalement fait plus de mal que prévu. Résultat, dans la saison qui vient de s'écouler, la campagne 2022-2023, Evan, qui ne défendait pas suffisamment fort aux yeux de Tom Thibodeau visiblement, a vite perdu sa place de starter, au profit de Quentin Grimes, avant d'être même relégué au fin fond de la rotation, tout au bout du banc. Voir qu'il n'a joué qu'à 27 reprises sur 82 possibles en saison, et que lors des playoffs il n'a pas mis un seul pied sur le terrain, représentait une situation complètement inédite pour le joueur français. D'un point de vue statistique, son exercice fut son pire en carrière depuis sa saison rookie, et pour un joueur qui, comme lui, entrait en pleine force de l'âge, et qui en plus de ça sortait de 9 saisons en tant que starter, la situation devenait dramatique. Et pourtant, alors que nous sommes maintenant en septembre, Evan fait toujours partie de cette organisation. Une organisation qui aujourd'hui ne semble absolument plus compter sur lui. Même en playoff, quand les Knicks pêchaient dans leur adresse de loin, Tom Thibodeau n'a même pas voulu tenter l'expérience Evan, ne serait-ce que sur quelques petites phases de jeu. Comme il l'a dit, à ce moment-là, l'arrière avait finalement encaissé, il savait que sa saison était terminée depuis un bon moment, et que son aventure à New York allait tourner court. Aujourd'hui, il appartient à cette caste de joueurs complètement surpayés par rapport à leur temps de jeu, et forcément, au fur et à mesure, sa valeur baisse, ce qui ne facilite absolument pas les choses quand on imagine un potentiel transfert. Heureusement, ou pas, la Coupe du Monde FIBA est arrivée, l'occasion pour Evan de montrer à tout le monde qu'il était encore un vrai joueur de basket, et pourquoi pas, de convaincre certaines équipes NBA de le récupérer à bas prix. Mais vous le savez, on en a parlé en début de vidéo, l'aventure des Bleus dans cette FIBA World Cup a vite tourné au fiasco. Même si personnellement je n'ai pas grand chose à reprocher à Evan directement, qui je trouve s'est battu et a tenté d'assumer son rôle de scoreur, le parcours de l'équipe de France s'est transformé en réelle désillusion.
illusion. C'est dommage pour le joueur car l'occasion de se mettre en avant était réelle, et si mine de rien il a pu montrer des choses intéressantes offensivement, la débâcle des Bleus les a complètement rendus invisibles, ou pas loin. Du coup, est-ce qu'en NBA, de façon globale, on croit toujours fort en Evan? Eh bien j'ai des doutes, surtout au vu de son salaire. Alors oui, vous allez me dire, c'est comme ça aussi une carrière de professionnel, c'est fait de haut et de bas, alors à lui de s'accrocher et de travailler à fond pour essayer de retrouver du temps de jeu chez les Knicks l'année prochaine. Sauf que ça, pour moi, vous pouvez complètement l'oublier. Il n'y a quasi aucune chance que ça arrive, je pense, vu le fossé qui semble s'être creusé entre Evan Fournier et son coach Tom Thibodeau. Parce que oui, sous le maillot des Knicks, le français n'a jamais été utilisé dans le rôle qu'il affectionne le plus, celui de créateur offensif. Tibbs a voulu de faire de lui un 3&D et Evan n'a pas répondu à ses attentes. Dans son rôle de spot-up shooter, il restait irrégulier, notamment dans la saison qui vient de s'écouler, tandis que son impact défensif paraissait bien en dessous de ce qu'avait besoin le tacticien dans son 5 de départ. Là-dessus, c'est difficile de savoir qui a tort et qui a raison. En effet, si Thibodeau cherchait un 3&D élite, Evan n'était sûrement pas le bon client. D'un autre côté, on pourra aussi reprocher aux Français de ne pas avoir réussi à adapter son jeu et à enfiler le costume que Thibodeau avait taillé pour lui. En effet, même si ça fait de la peine pour Evan, peut-on reprocher au coach d'avoir fait des choix drastiques? Pas vraiment. Les Knicks, cette saison, ont atteint le 2e tour des playoffs, leur meilleur résultat depuis 2013, et force est de constater que ces décisions ont porté leurs fruits. Non, perso, ce que je lui reprocherais plutôt à Tibbs, c'est son manque de communication, et son manque de transparence peut-être. Mais après, est-ce qu'on doit se surprendre de ça? Pas vraiment. On le connaît ce coach, depuis le début de sa carrière, il agit comme ça. Et oui, il a ses têtes. Quand il compte sur toi, attends-toi à jouer 40 minutes par rencontre, mais quand ce n'est plus le cas, attends-toi à largement user tes fesses sur le banc, et c'est la situation qu'a vécu Evan cette année. L'arrière en a parlé dans le journal L'équipe. Un beau jour, Tibbs lui a dit qu'il allait le sortir du 5 pour tester quelque chose de différent, et juste après, il fut complètement évincé de la rotation, sans explication, Evan ne sachant pas ce qu'il devait faire pour retrouver du temps de jeu. À ce moment-là, dans la tête du tacticien, ça semblait réglé. Fournier ne faisait plus partie de ses plans, et la suite nous l'a montré. Ce que nous retiendrons aujourd'hui en tout cas, c'est que la communication entre les deux hommes a paru complètement inexistante pendant ce laps de temps. Ceci dit, doit-on pour autant complètement critiquer Tom Thibodeau et le jeter sous le bus pour cette situation? Je ne pense pas. C'est sa façon de faire, il a toujours agi de la sorte dans sa carrière de coach, et force est de constater qu'à plusieurs reprises, ça a plutôt porté ses fruits. Comme l'a dit Evan au départ, tu as envie de cracher sur tous ces gars qui n'ont pas communiqué, qui ne t'ont pas fait confiance, et qui t'ont relégué sur le banc. Venant d'un compétiteur comme lui, cette réaction est tout à fait compréhensible. Néanmoins, le souci pour moi provient plus d'une erreur de casting au départ que d'un problème de coaching. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous n'avons plus le choix que de constater l'évidence. Evan veut quitter les Knicks, retrouver un rôle dans lequel il s'épanouira et jouer sous les ordres d'un coach avec lequel il pourra prendre du plaisir sur le terrain. Et ouais, parce qu'à New York ça semble fini. Ses soucis défensifs et une crise d'adresse auront suffi pour qu'il ne voit quasiment plus jamais le parquet du Madison Square Garden. Un transfert semble donc inévitable, vu que le contrat de l'arrière ne se terminera officiellement qu'à l'été 2025. Certes, sa dernière saison n'est pas garantie, vu que les Knicks disposent d'une team option sur lui, mais peu importe. Imaginez Fournier passer une saison supplémentaire à cirer le banc n'apportera rien de plus, ni au joueur ni à sa franchise. Mais on le sait, en NBA, lors de l'off-season, la majeure partie des trades a lieu au moment de la draft, ou lors de la free agency, au mois de juillet en gros. Et pour le moment pour Evan, statu quo. Si rien ne bouge, il commencera sa saison avec le maillot des Knicks sur le dos, probablement tout au bout du banc. Pourtant, la situation est terrible pour tout le monde. Les Knicks n'ont absolument aucun intérêt à payer des millions de dollars en luxury tax pour conserver un joueur sur lequel il ne compte pas, tandis qu'Evan n'a qu'une idée en tête, changer d'équipe au plus vite pour à nouveau prouver sa valeur en NBA. Malheureusement, en ce moment, peu de news concernant un éventuel transfert, et les deux camps semblent complètement être dans l'impasse. Surtout que je ne pense pas que les Knicks demandent grand chose en l'échange de Fournier. Le problème, c'est que tous les autres GM de la ligue sont très bien au courant de cette situation. Pourquoi lâcherait-il des pièces pour obtenir un joueur qui forcément suscite des doutes en NBA sur son niveau de jeu, vu qu'il n'a quasiment pas joué la saison passée? Et pourquoi arrangerait-il les Knicks également financièrement? Aucun intérêt. Pour moi, les solutions donc ne sont pas bien nombreuses, et c'est justement ce qui crée toutes ces complications dans l'idée d'un transfert d'Evan vers une autre équipe. Alors la première idée, ce serait que les Knicks se débarrassent avec lui de jeunes joueurs et d'assets, pour convaincre d'autres équipes d'absorber son salaire, et d'avoir une contrepartie intéressante en retour. Sauf que ça, je me dis que si ça avait été si facile que ça aurait déjà été fait, au moment de la draft ou au mois de juillet. Je n'ai donc pas l'impression que le management des Knicks soit totalement prêt à envoyer des pièces de valeur ailleurs juste pour éviter de payer la luxury tax avec le contrat d'Evan. Et puis comme il l'explique lui-même, si les Knicks voulaient vraiment le transférer l'an passé, pourquoi ne l'ont-ils pas mis sur le terrain afin d'augmenter un petit peu sa valeur? Le mec sortait d'une saison où il faisait partie du top 5 des joueurs ayant mis le plus de 3 points en NBA, et les New-Yorkais n'ont pas su en tirer quelque chose sur le marché, laissant la situation s'enquister et voyant Fournier perdre absolument toute sa valeur sur le marché des transferts. Aujourd'hui, du côté des Knicks, on a l'impression que
que transférer Fournier ne fait absolument pas partie de leurs priorités les plus importantes, quitte à le laisser moisir une saison de plus sur le banc, ce qui évidemment serait catastrophique à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Et si du côté de New York on attend juste une belle offre pour renvoyer Evan ailleurs, il apparaît de moins en moins probable qu'elle arrivera dans les prochaines semaines. Pour moi aujourd'hui, la principale chance d'Evan d'être transféré serait d'être inclus dans un gros deal, un blockbuster, qui inclurait plusieurs joueurs, et où Fournier servirait surtout de complément, afin de pouvoir matcher les salaires, et que le deal puisse être mis en place. Forcément ça complique les choses, et voilà pourquoi, à mes yeux, Evan se retrouve actuellement dans une impasse, où les issues ne sont que peu nombreuses. De plus, ses déclarations estivales dans lesquelles il expliquait qu'il ne se voyait absolument pas continuer sous le maillot des Knicks ne sont pas là pour arranger les choses. Avec la signature de Donte DiVincenzo à New York, qui évolue au même poste, il est désormais clair que l'équipe n'attend plus rien de sa part, alors pourquoi une autre team prendrait le risque de se séparer de pièces importantes pour en échange recevoir un joueur qui veut faire ses valises, et qui actuellement est dans une équipe qui ne compte plus sur lui? Aucune chance. Ce qui est malheureux, je trouve, c'est que je suis persuadé qu'Evan possède largement le niveau pour rendre de très bons services à tout un tas d'équipes en NBA. Là, il est traité comme un vulgaire pion, comme un joueur qui n'a jamais rien prouvé dans sa carrière, sauf que pour moi le problème ce n'est pas son niveau de jeu, c'est le contrat qu'on lui a offert, pour le mettre dans un costume qui de toute évidence n'était pas adapté à son profil. C'est bien ce phénomène qui à mon sens a pourri la situation d'Evan. Bah ouais, j'exagère volontairement quand je dis ça, mais si vous filez le pactole à un pivot, et que vous attendez de lui qu'il joue comme un meneur, forcément vous allez être déçu. Pour Evan on n'en est pas là, car Tibbs l'a quand même fait évoluer à son poste, mais pas dans son rôle, et si les Knicks espéraient recevoir un 3&D élite en signant Evan, force est de constater aujourd'hui qu'ils se sont bien plantés. N'empêche, ce que je retiens, et Fournier l'a montré sur quelques flashs pendant cette Coupe du Monde, c'est qu'offensivement, le joueur possède de réelles qualités. Il est un shooter de loin solide, qui entre 2016 et 2022 a rentré un total de 1095 shoots à longue distance. Ajoutons à ça que derrière la ligne en carrière, il tourne à 38%, une très bonne réussite, tout en affichant une moyenne de 14 points par match, et ouais, difficile de nier qu'il possède des qualités requises pour obtenir un rôle quelque part dans la grande ligue. Je le répète, le souci principal pour moi, c'est qu'aucun GM à l'heure actuelle dans la grande ligue, et je peux le comprendre, ne se voit dépenser des assets pour un joueur qui est indésirable dans sa team et qui sort d'une saison quasi blanche. Tout ça c'est complètement logique, complètement normal, mais est-ce qu'un pari ne pourrait pas être tenté tout de même? Si tu laisses Evan créer un peu, comme il l'a fait en équipe de France cet été, et comme c'était le cas à Orlando, je suis persuadé qu'il peut faire des choses bien en NBA. Et même si à mon avis tu te prives de beaucoup de ses qualités en le laissant dans le corner, comme certains l'ont fait, tu peux quand même tirer pas mal de son apport en tant que spot-up shooter. Ok, par contre de l'autre côté tu n'auras pas un joueur élite en défense, mais peu importe, ses qualités offensives pourront compenser, comme ça a été le cas pendant la majeure partie de sa carrière. Puis ce que j'apprécie avec Fournier, c'est son mental, son esprit de compétiteur, et la gestion de sa vie de professionnel. Pendant toute la saison, malgré les difficultés qu'il a connues, et même s'il admet lui-même que parfois ça n'a pas été simple, il a continué autant que faire se peut à travailler et à se tenir prêt, en enchaînant les séances de cardio, en attendant la fin de l'exercice pour dire publiquement ce qu'il avait sur le cœur, et en avouant lui-même être dans la meilleure forme physique de sa carrière. En fait, l'impression qu'il donne là, dans son discours et dans son attitude, c'est qu'il a la dalle. J'ai vu que t'avais la dalle. Lui-même se comparait à Sangoku dans DBZ qui attendait son opportunité dans sa capsule de régénération sur Namek, déterminé à l'idée de revenir encore plus fort. Espérons que Evan arrive à faire la même chose. En tout cas, je suis persuadé que par sa détermination, son leadership, sa compétitivité et ses qualités offensives, il a toujours une place en NBA. Le problème, c'est que cette place, elle n'est plus à New York. Alors où est-ce qu'elle se situe du coup? Eh bien pour répondre à ça, je me suis amusé à imaginer 3 transferts sur la trade machine de Fanspo. Vous verrez, ils sont tous plus ou moins réalistes, mais surtout ils pourraient correspondre aux besoins des équipes concernées, en fonction de la direction que prendra leur saison dans quelques mois. Mais avant de parler de blockbusters, qui forcément seront plus difficiles à mettre en place, j'ai imaginé un tout petit trade avec les Raptors, qui pour moi pourrait convenir aussi bien à New York qu'à Toronto. Comme vous le voyez, pour se débarrasser du salaire de Fournier, les Knicks devraient se séparer du jeune meneur Miles McBride, 22 ans, et de 2 seconds tours de draft. En échange, ils recevraient Tadeusz Young et Chris Boucher, qui viendraient densifier la rotation intérieure. Pour moi, Toronto n'a pas grand chose à perdre dans un tel deal. Ok, Boucher est bon, mais l'équipe a déjà beaucoup de monde au poste 4. De plus, j'ai l'impression que la franchise canadienne est en ce moment en train de vivre un tournant, la reconstruction semble proche. Du coup, obtenir un jeune joueur, mais aussi le second tour de draft 2024 des Pistons, qui pourrait être très bien placé, pourrait les intéresser. Le problème pour moi, quand on imagine un tel deal, viendrait plutôt des Knicks. Seraient-ils capables de se débarrasser de tels assets juste pour envoyer Evan ailleurs? Je suis persuadé que Tibbs pourrait utiliser Boucher en tant que première rotation intérieure, derrière Randle et Robinson. En parallèle, l'arrivée de Thad Young apporterait une présence vétéran qui pourrait être utile après le départ de Derrick Rose. Malheureusement, ça ne réglerait aucunement les soucis de luxury tax new-yorkais. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, pour les Knicks, quitte à payer la luxury tax, autant le faire avec des joueurs dont ils ont besoin. Thad Young et Chris Boucher pourraient tout à fait s'inscrire dans ce profil de soldat qui donne tout à l'équipe, à la tâche Gibson, les profils que kiffe vraiment Tom Thibodeau. Alors si Masai Ujiri du côté des Raptors veut anticiper un futur rebuild, absorber le contrat d'Evan pour en échange recevoir des assets pour le futur, même s'ils ne sont pas fous, c'est déjà ça, pourrait paraître cohérent.
De plus, dans le roster canadien, il semble y avoir suffisamment de place pour donner à minima à Fournier un rôle de 6ème homme de luxe. Si ça ne fonctionne pas, il leur suffira de ne pas activer son option en fin de saison et le français se retrouvera free agent. Il libérera donc de la place sous le cap pour ensuite entamer une reconstruction. A voir donc s'il n'y aurait pas un deal à envisager entre les deux teams, soit avant le début de la saison, soit avant la deadline de février. Ce trade ne changerait pas la face du monde, c'est sûr, mais je pense qu'il pourrait correspondre aux ambitions des deux teams concernés, tout en donnant à Evan l'occasion de prouver à nouveau sa valeur et de relancer pourquoi pas ensuite sa carrière NBA. Sauf que comme je vous l'ai déjà dit, un trade de Fournier à mon sens a quand même beaucoup plus de chances de prendre place au sein d'un plus gros blockbuster. Perso, je ne suis pas sûr que ce genre de deal puisse arriver d'ici le début de la saison, mais d'ici février, why not? Chaque année, des équipes déçoivent et changent d'objectif en cours de saison, quitte à ensuite transférer leurs joueurs majeurs. L'arrière français pourrait donc profiter de cette aubaine, de cette situation potentielle pour quitter New York. Dans cette optique, je me dis que si Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert à Minnesota continuent à se marcher sur les pieds, le premier pourrait très vite faire ses valises. Voilà pourquoi, pour ma deuxième proposition, j'imagine un transfert à 3 équipes au sein duquel Kat serait la pièce centrale. Celui-ci enverrait l'intérieur à New York, qui malgré les doutes qu'il suscite et malgré les progrès de Mitchell Robinson, représenterait je pense un réel step-up au poste 5, afin de compléter le duo Jalen Brunson-Julius Randle et faire un trio potentiel de All-Star. Bien sûr pour ça, il leur faudra lâcher des assets, comme Robinson, qui d'un coup deviendrait bien moins utile, mais aussi 2 futurs premiers tours de draft, qui arriveraient dans le Minnesota. D'ailleurs, comme vous le voyez, les Wolves recevraient également un first round de la part des Spurs, de quoi largement anticiper l'avenir pour reconstruire l'équipe autour du duo Ant-Man-Gobert. Enfin, à San Antonio, en lâchant un tour de draft et 3 role-players, on entourerait Victor Wembanyama de la meilleure façon possible. L'arrivée de Mitchell Robinson permettrait amplement de le décaler au poste 4, son poste de prédilection, tandis que la présence d'Evan, qui bien sûr pourra aussi apporter sur le terrain, pourrait largement servir au développement de Wemby, qui d'un coup se retrouverait avec un compatriote français capable de jouer le rôle de mentor à ses côtés. En gros, à New York, on fait progresser l'équipe tout de suite, on se met dans une optique de win now, et on essaye d'afficher très vite un statut de contender. Du côté de San Antonio, on chouchoute Wemby avec ses arrivées, pour essayer d'optimiser au mieux son développement. Enfin, du côté de Minnesota, on donne définitivement les clés à Anthony Edwards et on se donne pas mal d'options pour essayer de l'entourer à l'avenir comme il faut. Evan, de son côté, même si on ne lui demandera pas son avis, a déjà dit qu'il serait très heureux de jouer sous les ordres de Pop. De plus, développer une connexion avec Victor avant les Jeux Olympiques pourrait lui apporter une touche de motivation supplémentaire, même si je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin. Maintenant, les Wolves sont-ils prêts à faire une croix tout de suite sur Karl-Anthony Towns? Je ne pense pas, et surtout au vu de la Coupe du Monde qu'il réalise. Ceci dit, si le début de saison n'est pas à la hauteur des attentes, le GM Tim Connelly pourrait vite se mettre à envisager de gros travaux, et à penser surtout à Ant-Man et au futur. Un tel trade au sein duquel il pourrait récupérer 3 first round de draft pourrait donc bien le contenter. Mais bref, passons au trade suivant, et justement pour boucler, je me suis lâché. Je me suis dit que ce serait dommage de ne pas me permettre une petite dinguerie. On le sait, du côté de Philadelphie, la situation de James Harden, qui a décidé d'opt-in avant de demander son transfert, a mis la franchise de Pennsylvanie dans un flou total. Il apparaît clair que le barbu ne veut plus porter le maillot des Sixers. Sans lui, si l'équipe n'arrive pas à afficher les ambitions que Joel Embiid, MVP en titre, réclame, le pivot pourrait faire la gueule et demander à son tour son trade, ce qui pousserait Daryl Morey à se lancer dans un immense plan de reconstruction. Et ce qui tombe bien pour Evan, c'est que selon les dernières rumeurs, les Knicks feraient partie des principaux intéressés si une telle situation devait prendre place. Sauf que pour un MVP, vous l'imaginez bien, un Evan Fournier, même si je l'adore, ça ne suffira pas. Et pour obtenir Joel Embiid, il faudra obligatoirement lâcher à ses côtés toute une brouette de piques. Voilà pourquoi j'ai imaginé un transfert qui enverrait 4 tours de draft à Philly. Oui, rien que ça, je pense que c'est le prix à payer pour un tel joueur, mais aussi des assets comme Mitchell Robinson, Emmanuel Quickley et Miles McBride. Evan Fournier viendrait lui s'ajouter au deal pour équilibrer les salaires. Bien sûr, les Knicks prendraient un immense risque pour le futur, en se séparant de tous ces pics, mais ils en ont d'autres, même s'ils sont protégés, et surtout, ils se transformeraient immédiatement en contenders très sérieux. En gros, les New-Yorkais feraient totalement all-in, mais le risque pourrait valoir le coup d'être pris. Maintenant, les Sixers sont-ils prêts à faire une croix sur le process comme ça, et passer du statut de contender à celui d'équipe de fond de tableau, en pleine reconstruction? Je ne suis pas si sûr. Cependant, on l'a vu ces dernières années, Philippe plafonne, et Joel a eu beau être entouré par tout un tas de joueurs différents, l'équipe n'arrive pas à passer le deuxième tour. Si le pivot en a ras-le-bol et demande son trade, une reconstruction pourrait alors devenir inévitable. Et récupérer 4 premiers tours de draft pourrait permettre de poser de très bonnes bases dans cette optique pour le futur. Quoi qu'il en soit, nous n'en sommes pas là, et il faudra d'abord voir comment la situation Harden sera gérée avant d'imaginer un tel transfert. Ceci dit, si les Sixers n'arrivent pas à être compétitifs en début de saison prochaine, un tel scénario pourrait prendre place, et Evan pourrait donc en profiter pour dire bye bye à Big Apple. Il arriverait dans une équipe certes bancale, qui ne viserait absolument pas les playoffs, mais dans laquelle il pourrait endosser un rôle de vétéran auprès de tous ces jeunes, et surtout dans laquelle où clairement il pourrait avoir du temps de jeu. Comptez sur Daryl Morey pour faire en sorte de le mettre en valeur pour augmenter sa cote sur le marché des transferts, et obtenir de nouveaux assets contre lui dans le cadre d'un futur trade si une telle situation devait prendre place. Bref, là on est dans du total what if, c'est sûr, mais on sait comment ça se passe en NBA, il suffit parfois
parfois que le premier domino tombe pour bouleverser toute la construction d'une équipe. Pour moi, c'est en profitant d'une situation telle que celle-ci qu'Evan a le plus de chances d'imaginer quitter New York au plus vite. Quoi qu'il en soit, l'avenir de l'arrière en NBA s'inscrit actuellement en pointillé. On ne sait absolument pas comment ça va se passer pour lui. Ses qualités sont réelles, mais comme on l'a beaucoup dit aujourd'hui, son contrat et son manque de temps de jeu le rendent quasiment intransférable, à part peut-être dans un blockbuster deal. Bien sûr, des transferts comme celui que j'imaginais vers les Raptors restent toujours possibles avant le début de la saison, mais c'est pareil. Comme je l'ai également évoqué, je pense que si un tel deal devait avoir lieu, il aurait déjà pris place en juillet. Surtout qu'au vu du fiasco des Bleus pendant la Coupe du Monde, je ne suis pas certain que Fournier ait réellement augmenté sa valeur. Je pense donc qu'Evan devra encore prendre son mal en patience, pendant quelques semaines, voire pendant quelques mois, peut-être jusqu'à la deadline. Les Knicks n'ont pas l'air si pressés que ça de le transférer, et j'ai peur que le joueur n'ait pas le choix. Il devra attendre que ce fameux premier domino tombe quelque part dans la ligue avant de pouvoir envisager son futur dans une autre équipe. Espérons pour lui que ça ait lieu au plus vite, car au moins à mes yeux, Evan Fournier est un joueur attachant par son côté compétiteur, mais qui possède également largement le talent suffisant pour rendre de bons services à beaucoup de franchises NBA. Il mérite mieux que d'être oublié au bout d'un banc, au fin fond d'une rotation, et ce même s'il n'a pas le profil de 3&D dont les Knicks avaient besoin. Malheureusement, on le sait, la NBA est un business, et je ne vois absolument pas pourquoi le front office new-yorkais voudrait lui faire une faveur. Oui, Evan a les moyens pour relancer sa carrière en NBA, mais pour ça, il faut que les Knicks veulent bien lui donner l'opportunité d'aller voir ailleurs, ce qui pour le moment ne semble pas leur priorité absolue. S'ils appuient sur la gâchette, c'est pour effectuer un deal dans lequel ils se considéreront comme gagnants, soit sportivement, soit financièrement, voire même les deux. Alors en attendant qu'une telle opportunité se présente à eux, force à Evan, qui en ce moment vit clairement l'une des pires situations que l'on peut souhaiter à un compétiteur comme lui. Espérons donc qu'il ait très rapidement l'occasion de faire ses valises, pour obtenir du temps de jeu, pour à nouveau prendre du plaisir sur le terrain, et montrer à toute la planète qu'il mérite bien mieux qu'un rôle tout au bout d'un banc. Voilà pour ce qui est d'Evan Fournier, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous y croyez, vous, à un Evan qui relance sa carrière? Si oui, où? Est-ce qu'il y a un des trades que je vous ai proposé qui vous parle particulièrement, par exemple? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous en avez imaginé d'autres sur la trade machine de Fanspo? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de connaître vos retours à ce propos. Et pour finir, tu connais, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas le pouce vers le haut, juste en bas, et à cliquer sur l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Ces gestes simples, ça apporte énormément de force, la team, et en ce moment, il y en a besoin, je vous en parlerai peut-être bientôt. Quoi qu'il en soit, je vous remercie très fort d'avance pour tout, et je vous dis à très vite.